Erev Tov à toutes et à tous. Donc, le thème qu'on va essayer d'aborder ensemble ce soir, c'est une réflexion sur l'adolescence de manière générale et bien sûr de manière plus particulière sur les problématiques adolescentes que l'on retrouve plus particulièrement donc en Eretz Israël. Alors tout d'abord, nous allons commencer à réfléchir sur l'adolescence, un âge par lequel on est tous passés. Lorsque l'enfant paraît, il y a donc plusieurs étapes qui vont avoir lieu dans son existence. La première étape, c'est lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Il est celui que l'on appelle le roubar, l'embryon. Il va y avoir en second temps le bébé, le tinoc. Et puis par la suite, ça va être le yéled, l'enfant. Et puis par la suite, il va y avoir le nahar, l'adolescent. Et puis par la suite, il va y avoir bachour ou bachoura, le jeune homme, la jeune fille. Et puis après, on aura ish, isha, un homme et une femme. Ces différentes étapes correspondent chacune, bien sûr, à quelque chose de très particulier. Ubar, milachon na'avor. Ubar, l'embryon, c'est rover, c'est l'univers du passage. C'est le passage d'un univers à l'autre. En effet, il est dans le ventre de sa mère et puis après il va passer, il va arriver dans notre univers. Après il est tinoc, après il s'appelle donc le bébé. Tinoc qui vient de la racine yonek, c'est-à-dire celui qui tète. C'est-à-dire, on le définit à travers sa fonction essentielle qui est donc de pouvoir être yonek, il prend de sa mère et à la fois son lait, son amour et tout ce qu'elle peut lui donner. C'est le moment d'ailleurs dans lequel il y a une relation très particulière entre la mère et l'enfant, qui d'ailleurs va être capitale par la suite au niveau de l'équilibre de cet enfant. Et puis à un moment, il est yéled. Il est l'enfant, milachon Vlad, nolad, il est né. Alors c'est déjà intéressant et on va le garder par la suite. Il est né, on parle de sa naissance alors qu'il est déjà né, au moment où il ne tète plus. C'est-à-dire que la véritable naissance, c'est le moment où il y a une réelle rupture qui se passe. Il y a une forme d'indépendance. C'est l'âge dans lequel l'enfant ne dépend plus exclusivement de sa mère. Il peut être nourri autrement. Et puis, il commence à grandir, et puis après arrive le nahar, l'adolescent, le naher, ce qui est mélangé, secoué. Vous comprenez un peu de quoi il s'agit? Ça bouge un peu dans tous les sens. Et puis après, bachour ou bachoura, après, le jeune homme, la jeune fille, milachon bocher, c'est-à-dire celui qui va faire des choix. Donc nous, ce soir, on va bien sûr s'arrêter sur ce fameux nahar, sur cet adolescent, qui est la période qui préfigure l'univers de celui qui est bocher, celui qui va faire des choix. Donc, tinoc, ubar, tinoc, yéled. Et puis après, nahar, il va être donc dans l'univers de celui qui commence un petit peu à tout secouer. Et on sait particulièrement que l'adolescence est un moment dans lequel il y a des mouvements qui partent un petit peu dans tous les sens. En effet, quelle va être la problématique essentielle de l'adolescent? C'est que l'adolescent, je crois que c'est Dolto qui un jour a expliqué, il a dit que c'est un petit peu à l'image du homard. Le homard, dans sa vie, passe par une période très difficile. C'est la période dans laquelle il perd sa carapace. Et cette carapace, donc, ne lui permet plus d'être protégé de ses prédateurs. Et donc, c'est très angoissant parce que quand vous n'avez plus de carapace, eh bien, si les prédateurs arrivent, eh bien, vous êtes en grand danger. C'est une période qui est celle d'une grande insécurité. Eh bien, au fond, l'adolescence, c'est un peu la même chose. Il n'a plus la carapace de l'enfance et il n'a pas encore la carapace de l'adulte, mais pourtant, il ressemble à un adulte. Il n'a pas la carapace de l'enfance parce que ce n'est plus un enfant. Ce jeune homme ressemble plus ou moins à son père. Il est parfois aussi grand, voire même plus grand que lui. Cette jeune fille ressemble à sa mère et parfois elle est encore plus femme qu'elle. Mais ils ne sont plus donc ces petits boutchous, c'est tout mignon, c'est très sympathique.
Et en même temps, ces corps d'adultes ne sont pas encore construits comme des adultes à l'intérieur. C'est une période donc de grande insécurité. Et lorsque l'on est dans une position d'insécurité, eh bien à ce moment-là, on bouge un petit peu dans tous les sens, on n'est pas très à son aise, et c'est ce qui donc va nous donner ces mouvements qui ne sont pas si simples à gérer, surtout dans l'univers parental, et encore moins dans un univers familial, et a fortiori lorsque cet adolescent se retrouve dans un monde qui n'a peut-être pas toujours été le sien, lorsqu'il a été transplanté d'un univers à l'autre. Alors, qu'est-ce qui se joue au fond au moment où l'enfant arrive à l'adolescence? On va essayer maintenant de revenir un petit peu en amont et de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il était enfant. Quelle est la relation que nous avons construite avec l'enfant lorsqu'il avait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va dire que l'adolescence commence aujourd'hui de plus en plus tôt, vers 10, 11, 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? De quel type de relation on a mis en place? Alors la plupart du temps, si vous réfléchissez, les parents, nous mettons une relation très technique avec l'enfant lorsqu'il est petit. Nous sommes dans ce que j'appellerais une relation de pouvoir. Une relation dans laquelle l'enfant est dépendant de nous. Et donc cette relation de pouvoir va nous permettre d'obtenir de la part de cet enfant un certain nombre de choses et qui ne seront pas nécessairement toujours nécessaires au niveau de sa construction, mais qui seront nécessaires pour nous-mêmes par rapport à ce que nous avons besoin pour nous dans l'image de l'enfant que l'enfant va renvoyer de nous-mêmes. Lorsque l'on est adulte, nos enfants sont nos représentants dans l'univers dans lequel nous nous trouvons. Ils sont ceux qui vont incarner notre présence. Et donc, à partir de cela, nous allons leur demander d'être les représentants les plus dignes de ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens extrêmement bien. Il y aura une forme d'attente. Tiens-toi droit, mange proprement, dis merci à la dame, aie de bonnes notes à l'école, tiens-toi bien à la synagogue. C'est-à-dire, toutes ces attentes, est-ce que dans l'absolu, elles sont nécessaires? Peut-être pas. La plupart du temps, ce qui sous-tend ces attentes, c'est avant tout ce que nous attendons pour nous par rapport à l'image que l'enfant va renvoyer de ce que nous sommes. Et j'ai envie de dire que si c'est ça qui s'est joué à cette époque, l'enfant va le percevoir parfaitement, et c'est la raison pour laquelle, à l'époque où il ne sera plus totalement dépendant de nous, il jouera avec cela. L'adolescence, c'est le moment dans lequel l'enfant a une forme d'indépendance, c'est-à-dire un moment dans lequel l'enfant ne dépend plus totalement de nous au niveau de quelque chose de capital, qui est la consommation au quotidien de vitamine A. C'est que la vitamine A, c'est la vitamine amour. On ne peut pas vivre sans amour. Un enfant a besoin de sentir et de percevoir qu'il est aimé. Il ne faut pas juste l'aimer dans son cœur, mais il faut qu'il le perçoive, il faut le verbaliser, il faut l'exprimer, il faut le dire. Et l'enfant, lorsqu'il est petit, eh bien, a l'impression que les seuls qui peuvent l'aimer, ce sont ses parents. Et donc, à partir de cela, bien sûr, si à un moment, il a l'impression que son dysfonctionnement risque de lui faire perdre notre amour, il revient à de meilleurs sentiments. On est d'accord ? Lorsqu'il arrive vers la préadolescence, l'adolescence, il découvre que dans les groupes dans lesquels il se trouve, on peut l'aimer. Soit c'est le groupe, soit c'est le masculin et le féminin. Donc je ne dépends plus totalement de vous. Donc j'ai moins peur à un moment que vous ne m'aimiez plus. Ça ne me dérange pas que vous ne me regardiez pas. Ça ne me dérange plus que vous ne me fassiez pas de compliments, vu que je peux les avoir par ailleurs. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'enfant va rentrer dans une zone test dans laquelle il va vérifier exactement c'est quoi la relation que nous avons avec lui. Est-ce que si, à un moment,
il ne répond pas à nos attentes que je qualifierais de narcissiques, il aura toujours une place, il sera toujours aimé. Et au passage, ce sont des problématiques que souvent on retrouve bien plus tard dans l'existence. Ce sont des choses que l'on retrouve de manière régulière dans les couples, dans lesquels on va être sûr que si on n'est pas à la hauteur, l'autre nous aimera quand même. Certains appelleraient ça le problème de l'amour conditionnel. Et si je ne suis pas parfaitement à la hauteur de tes attentes, est-ce que tu m'aimes quand même? Alors l'adolescence, c'est un petit peu à ça qui va commencer à jouer. Ça veut dire qu'en amont, puisque là je parle à des parents qui ont sûrement des enfants qui sont adolescents, mais peut-être d'autres qui ne le sont pas encore, donc on peut faire un petit travail en amont. D'abord, se dire, pourquoi ai-je besoin de la réussite de l'enfant? Pourquoi ai-je besoin que l'enfant se tienne bien? Pourquoi ai-je besoin que ça fonctionne bien? Et si à un moment l'enfant ne répond pas à ma demande, comment est-ce que je le vis intérieurement? Et surtout, comment le couple le vit? Est-ce que le couple vit bien le fait qu'à un moment l'enfant ne soit pas ce que l'on aurait attendu? Parce que souvent, c'est ce qui va se jouer, c'est que l'enfant va être un enjeu à l'intérieur même de la relation entre papa et maman. Alors, le premier travail, il est le suivant. Avant de s'occuper de lui, il est d'abord au niveau de notre relation. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait deux choses qui se passent à l'intérieur du couple. La première, c'est de développer ce que j'appellerais la solidarité du couple. Être un couple solidaire, c'est-à-dire être un couple dans lequel l'autre ne pointera pas, soit de manière visible, soit de manière invisible, un doigt accusateur sur moi, si à un moment, je n'ai pas su comment agir ou fonctionner vis-à-vis de l'enfant. Donc ça, c'est déjà le premier point. Travailler sur la solidarité du couple. C'est-à-dire savoir qu'on est à deux par rapport à l'enfant et qu'il n'y en a pas un qui est bon et l'autre qui est mauvais. Il y en a peut-être parfois un qui est plus doué que l'autre, c'est possible, mais on est ensemble. Il ne faut pas que l'enfant perçoive qu'il y a une faille à l'intérieur de la relation. Et c'est un vrai travail. Parce que sinon, souvent, il va jouer papa contre maman et maman contre papa. Donc au fond, les enfants sont très intéressants parce qu'ils nous obligent à repenser cette solidarité du couple. Ça, c'est l'axe numéro 1. L'axe numéro 2, et on va y revenir, c'est lequel? C'est de travailler sur le fait que l'enfant ne génère pas chez nous de blessures narcissiques. L'enfant peut à un moment ne pas être à la hauteur de nos attentes, ce n'est pas pour autant qu'on ne l'aime pas. Comment est-ce qu'on travaille là-dessus? De manière très simple. On doit être capable à un moment de dire les choses à l'enfant, mais que l'enfant perçoive pleinement que cette parole que l'on prononce vis-à-vis de lui n'est pas du tout un désamour. On a des choses à lui dire, mais ce n'est pas pour autant qu'on prend de la distance au niveau émotionnel et au niveau affectif. Je t'aime plus, ça ne veut rien dire. Dire à l'enfant qu'on ne veut pas le voir parce qu'il a fait une bêtise n'a pas de sens. Il faut être capable de dire à l'enfant les choses, on va les lui dire, mais il doit percevoir qu'au plus profond de nous-mêmes, nous l'aimons, toujours de la même manière. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain normal, il est un être faillible. Et qu'il n'y a aucune raison, à un moment, de lui demander d'être dans la perfection pour pouvoir être aimé. Parce que si c'est comme ça, on est mal parti, en ce qui nous concerne. Donc ce travail-là va être un travail capital que l'on va devoir mettre en place par rapport à l'enfant. Donc premièrement, cette solidarité du couple. Deuxièmement, le fait que nous arrivions à l'aimer, et ce, même si à un moment il ne répond pas à nos attentes. Parce que l'enfant va souvent tester. Comme dans les couples, parfois on teste. C'est parfois très conscient, parfois c'est très inconscient. C'est souvent beaucoup plus inconscient que conscient. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être blessé lorsque l'enfant ne répond pas à nos attentes? En ne tenant pas compte dans notre vie du regard des autres
à l'intérieur de notre chemin d'existence. Ce que les autres penseront de moi parce que mon enfant agit de manière A, B ou C m'importe peu. Ce n'est pas mon problème. Il y a une phrase qui tue un enfant, c'est « Ata oseli bouchot ». Tu me fais honte. Ça veut dire quoi, tu me fais honte? Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ton problème, c'est toi par rapport aux autres. Et pour l'enfant, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est ce que je suis moi qui te pose un problème à toi dans ton identité. Ça veut dire que tu es construit où, toi? Tu existes où? C'est pas simple, surtout dans un monde qui enferme très rapidement les individus dans certaines catégories suivant le dysfonctionnement ou le fonctionnement de l'enfant. C'est vrai. Mais notre problème à nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est en train de construire. Notre problème à nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place par la suite. Pour l'instant, je pose quelques axes théoriques. On va rentrer par la suite dans des choses éminemment pratiques. Et dans un 3e temps, bien sûr, ce sera la parole. Ce sera à vous la parole pour les questions. On récapitule la période de l'enfance, ce moment dans lequel l'enfant doit percevoir qu'il est aimé pour lui-même, qu'on n'est pas dans un amour conditionnel, période dans laquelle nous n'utilisons pas le rapport de force pour obtenir de l'enfant ce que l'on veut, parce que le jour où il va être adolescent, bonjour les dégâts, période dans laquelle l'enfant doit percevoir que notre équilibre ne dépend pas de sa manière d'être, et qu'au fond, notre construction personnelle ne sera pas altérée si à un moment, cet enfant-là décide d'agir d'une manière A, B ou C. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne dira pas les choses. Une fois que ce cadre a été posé, rentrons dans le sujet maintenant. Donc on est là, on a un adolescent. Alors on sait très bien qu'au niveau des garçons comme au niveau des filles, eh bien, existe de manière démultipliée cette problématique que pose le Rambam, Maïmonide, qui nous dit la chose suivante. Derer briato shel adam, liot nimshach acharei vachaverav. Ce qui veut dire, derer briato shel adam, je traduirai de manière, la structure même de l'individu est la suivante. Sheyeh nimshach acharei vachaverav, il est attiré et il est tiré par ceux qui sont ses amis et ses proches. Le firar, c'est la raison pour laquelle dit le Rambam, nous devrons faire attention d'être, en effet, dans une relation de proximité avec des personnes qui ont une démarche positive. C'est-à-dire que le Rambam nous dit bien que derer briato, c'est la réalité structurelle de l'être. C'est-à-dire que l'individu, dans ce qu'il est, fonctionne de cette manière. Vous et moi, tout le monde, on est les mêmes. Derer briato shel adam. Ainsi fonctionne l'humain. Nimshach acharei vachaverav, il est en effet attiré par ceux qui sont re'av vachaverav. Donc, l'enfant, naturellement, comme tout être humain normal, va être attiré par les univers dans lesquels il se trouve. Pourquoi? Parce qu'il va avoir besoin de faire partie du groupe. L'enfant a besoin de faire partie du groupe. L'enfant a besoin d'être accepté par le groupe. Et donc, ce besoin d'être accepté par le groupe va amener l'enfant parfois à prendre les règles du groupe pour que celui-ci veuille bien de lui. D'où la raison pour laquelle la première démarche doit être la suivante. Les problématiques adolescentes, c'est avant tout un regard sur l'univers que l'adolescent va côtoyer au quotidien, avec tout l'impact qu'il pourra avoir. Car nous sommes peu de choses face à la pression sociale. La pression sociale, la pression du groupe, est quelque chose d'énorme. Nous le voyons parfaitement, nous, dans les univers dans lesquels nous sommes, et plus encore en Israël, où en effet chaque groupe a ses règles, et à un moment déroger aux règles nous amène quasiment automatiquement à être mis plus ou moins, au sens non péjoratif du terme, au banc du groupe. Et l'enfant va le percevoir parfaitement.
l'enfant va percevoir qu'en effet, pour nous, le groupe, c'est très important, et donc c'est la raison pour laquelle on ne pourra pas lui reprocher à lui d'être dans cet univers du groupe, vu que nous, en tant qu'adultes, on fait exactement la même chose. Les problématiques adolescentes, c'est réfléchir de manière très claire, le plus tôt possible, à ceux que l'enfant va fréquenter. C'est-à-dire investir du temps, de l'énergie et de la réflexion sur ceux qui seront à ses côtés au quotidien et avoir une vraie stratégie et une vraie démarche par rapport à cela. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement être à la recherche d'enfants et d'univers dans lesquels les enfants sont équilibrés. Un univers dans lequel les enfants ne seront peut-être pas les meilleurs de la classe, ils ne seront pas ceux qui, en effet, ont sans arrêt 100 sur 100, mais sont des enfants qui ont avant tout des midotes correctes et qui proviennent eux-mêmes d'univers équilibrés. Pour arriver à faire cela, il ne faut pas avoir peur en tant que parent de, je le dis entre guillemets, de manipuler. Manipuler, ça veut dire tout simplement se débrouiller que, comme par hasard, certains enfants viennent plus souvent à la maison que d'autres, pour amener lentement nos enfants à se retrouver dans une proximité d'enfants qui sont à minima neutres, voire même positifs. L'impact du groupe est colossal. Il faut le savoir, le groupe est très fort en Israël. Nos enfants qui sont à l'intérieur des systèmes scolaires sont extrêmement sensibles au mot d'ordre du groupe. Et il suffit qu'à un moment, leur micro-groupe dans lequel ils se trouvent ait une tendance vers la gauche ou vers la droite, ils auront beaucoup de difficultés à résister. Non pas parce que ce sont des mauvais enfants, ou des bons enfants, ou ce que vous voulez, parce que tout simplement, ce sont des êtres humains. Et ainsi fonctionne, comme dit le Rambam, l'être humain, Liot nimshach achar re'av v'chaverav, c'est re'av v'chaverav, c'est ceux qui sont ses amis et ses proches, qui en effet seront moshech-oto, le prendront, le tireront, soit dans une dynamique vers le haut, soit dans une dynamique vers le bas. Et vous pouvez être parfois les meilleurs parents du monde. Face au groupe, on ne pèse pas lourd. Face aux amis, parfois, on n'a pas beaucoup d'impact. Pourquoi ? Parce que rares sont les enfants qui sont ce que j'appellerais des enfants Burberrys. Un enfant Burberrys, c'est à l'image, vous savez, de ces imperméables anglais sur lesquels les gouttes de pluie roulent. Vous avez jamais remarqué, c'est super. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des pluies torrentielles, ça roule. Ça roule, ça ne rentre jamais, ça ne pénètre jamais. Vous avez des enfants Burberrys, vous avez des enfants qui, en effet, ne sont pas du tout, quasiment pas impactés par les univers dans lesquels ils sont. Ils ont une démarche, et ils tracent, et ils avancent. En effet, ça existe. Ce sont souvent des enfants qui vont être par la suite aussi un peu leaders, très bien, mais de manière générale, ce sont des imperméables plus samaritaines qui, dans un premier temps, en effet, peuvent laisser rouler, mais au bout d'un moment, ça pénètre. Donc, la problématique du groupe, elle va être au cœur de nos choix même éducatifs, au niveau du choix des écoles et au niveau du choix des chavérim. En effet, le plus tôt possible, alors maintenant, vous voyez, quand ils sont déjà ados, on fait quoi ? On va voir tout à l'heure, mais le plus tôt possible, intéressez-vous à qui sont leurs amis, quelles sont les familles et comment ça fonctionne. Traînez à la sortie des écoles, voyez ce qui se passe, interrogez, ne faites pas le FBI, et surtout ne dites jamais à un enfant « celui-là je veux et celui-là je ne veux pas ». Mais débrouillez-vous, en tant que parent, de faire en telle sorte que, comme par hasard, eh bien, ce soit plus souvent vers cet univers d'enfants qu'il y a des activités communes ou d'autres choses. Ce sont des choses qui s'organisent. Ça s'organise. Et vous savez parfaitement pourquoi vous le faites. L'enfant n'en a aucune conscience. Vous créez en effet, vous faites en telle sorte que des relations de proximité soient vis-à-vis d'enfants qui sont avant tout équilibrés. Et ça va être capital et ça va avoir un impact pendant toute leur existence. Certains enfants
vont faire à un moment de leur vie des mauvaises rencontres, si c'est au moment de l'adolescence et que ce sont des enfants qui ont besoin d'être acceptés par le groupe, ils peuvent être des enfants profondément bons, des enfants profondément bien, mais à un moment, ils n'auront pas la force de résister et après on rentre dans une forme de spirale, alors que nous, en tant que parents, on a essayé de faire le mieux possible, mais face au groupe et sa capacité d'absorption, nous ne faisons quasiment pas le poids. Ça, c'est un axe, et plus encore en Israël, qui va être fondamental.